Une messe anniversaire du décès du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, est décédé le 7 décembre 1993 dans son village natal, Yamoussoukro. Une messe souvenir dans ce 20h. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Djiby Koffi, était ce matin face aux députés de l'Assemblée nationale. Le chef de la diplomatie ivoirienne a présenté 3 projets de loi, dont celui portant sur la Convention de Kyoto. 14 millions d'électeurs ghanéens se sont rendus aux urnes ce vendredi pour élire le nouveau président de la République du Ghana. Voilà pour les principaux titres de ce 20h. Bonsoir et bienvenue à ce point complet de l'actualité nationale et internationale. C'est aujourd'hui le 19e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Né le 18 octobre 1905, Félix Houphouët-Boigny a marqué le monde entier et singulièrement son pays, la Côte d'Ivoire. Et à l'occasion du 19e anniversaire du rappel à Dieu du père fondateur de notre pays, la Côte d'Ivoire moderne, parti qu'il a fondé, le PDCI, a organisé ce matin une messe anniversaire en son honneur à l'église Saint-Jean, le témoignage de Honorine Agnigori. Les militants du PDCI-RDA ont commémoré les 19 ans d'anniversaire de décès de feu le président Félix Houphouët-Boigny, premier président de Côte d'Ivoire, par une messe d'action de grâce en son honneur à l'église Saint-Jean de Cocody. Il s'est agi pour Alphonse Guégué-Madi, secrétaire général du PDCI-RDA, d'inviter les Ivoiriens à toujours cultiver la paix et la réconciliation, comme l'a prôné le père de la nation, l'apôtre de la paix, Félix Houphouët-Boigny, toute sa vie. En ce 19e anniversaire de son décès, après avoir prié, repartons tous en retenant cette nécessité d'amour et de paix, et que, en sa mémoire, nous soyons tous des artisans de paix. Dans son homélie, tirée d'Ésaïe 25, versets 6 à 10 et de Matthieu 25, versets 29 à 37, Père Pharma Messa Herman a indiqué que l'anniversaire du décès du père de la nation ivoirienne coïncide avec la fête de Saint-Ambroise, évêque de Milan. Père Pharma a exhorté les habitants de Côte d'Ivoire à proclamer leur foi et à mener une vie de foi comme Félix Houphouët-Boigny, qui a fait de la paix sa deuxième religion, et Saint-Ambroise, homme de lumière, de paix et de vie. Aujourd'hui où nous célébrons, en ce 7 décembre, Saint-Ambroise comme étant un évêque qui a conduit l'Église avec gloire et sagesse, nous célébrons en même temps Feu Félix Houphouët-Boigny qui a conduit cette nation ivoirienne avec la sagesse, en l'amenant sur les sentiers de la paix. En ce jour où nous prions avec toute la nation ivoirienne pour feu le président Félix Houphouët-Boigny, que le Seigneur, dans son infinie miséricorde, lui accorde la félicité éternelle. De là-haut, qu'il fasse descendre sur notre pays une pluie de paix et d'amour fraternel. Les militants du PDCI-RDA de Yamoussoukro et de Daoukro ont aussi célébré une messe anniversaire en l'honneur de feu le président Félix Houphouët-Boigny en cette journée. Voilà, dans l'actualité, le Premier ministre ivoirien a quitté Paris. Daniel Kablan-Decan est de retour à Abidjan après avoir participé aux travaux du groupe consultatif sur la mobilisation des ressources nécessaires pour la mise en œuvre du PND, le plan national de développement de la Côte d'Ivoire pour la période 2012-2015. Dès son arrivée, le tout nouveau Premier ministre ivoirien a voulu faire le point de cette mission au micro des journalistes de la presse nationale et internationale. Au niveau donc, des discussions qui ont eu lieu, il y a eu 2 journées. La journée du 4 décembre a été consacrée au secteur public et c'est donc du 5 décembre a été consacrée au secteur privé.
Il faut d'ailleurs dire qu'en outre, il y a eu des rencontres bilatérales et une rencontre importante avec le MEDEF, qui est le patronat français. Alors, grosso modo, c'est que la première partie qui était la plus difficile, celle concernant donc la demande de financement du secteur public. Nous souhaitons obtenir 4 milliards de dollars. C'est autour donc de 2000 milliards de francs CFA. Et au final, nous avons obtenu 8,6 milliards de dollars. C'est-à-dire que plus du double de ce que nous demandions. C'est quelque chose donc d'exceptionnel. Et il faut le souligner. Cela est dû d'abord à la claire vision du chef de l'État, de ce qu'il souhaite pour la Côte d'Ivoire, à sa personnalité, puisque ça a beaucoup joué. Ceux qui étaient donc à Paris ont vu un nombre important de participants. La deuxième journée a été consacrée au secteur privé. Là aussi, il y a eu 5 panels qui ont discuté sur plusieurs dossiers. Là aussi, au niveau du secteur privé, nous avons obtenu des résultats très importants. Les gens sont allés au-delà de ce que nous avons proposé dans les documents. Mais là, le point n'a pas encore été fait, puisqu'on vient juste de finir. Mais vous allez voir que dans les semaines à venir, des signatures vont se faire ici à Abidjan, au titre donc du secteur privé. Il y a 2 conventions même qui ont pu se signer là-bas, si d'aventure les documents étaient arrivés donc à temps. Ce que je vais dire de manière globale sur ces 2 journées, c'est qu'elles ont été des journées importantes. Il faut quand même souligner qu'il y a des préoccupations qui ont été exprimées par les partenaires de développement. La première, disons, préoccupation, est-ce que le pays a la capacité d'absorption? C'est-à-dire que si l'argent arrive, avons-nous la possibilité de consommer l'ensemble de ces montants? La réponse a été oui. Nous avons les structures qui permettent donc de le faire. Et nous avions proposé, et ça a été accepté par les partenaires, qui va mettre la mise en place ici d'un comité de mobilisation des ressources extérieures. Les ministres le savent déjà. Et nous avons une réunion ici le 13 décembre prochain pour la mise en place formelle donc de ce comité de mobilisation des ressources extérieures. Des propos recueillis par Jean-Jacques Kwame. Rappelons qu'après Paris, pour le financement du PNB, le plan national de développement, le président Alassane Ouattara s'est rendu à Cannes, toujours en France, où il participera demain samedi à la 5e édition de la conférence mondiale organisée par l'Institut français des relations internationales. Dans l'actualité également, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, était à l'Assemblée nationale ce matin. Face aux députés, Charles Dibi Kofi a présenté 3 projets de loi, 2 relatifs à l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, UEMOA, et le 3e portant sur l'harmonisation des régimes douaniers, dit Convention de Kyoto révisée. Le point avec Victorine Yao Yoboué. 3 heures ont suffi ce jour à la Commission des Affaires extérieures de l'Assemblée nationale pour examiner et adopter les 3 projets de loi présentés par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Les 2 premiers projets de loi présentés par Charles Kofi Dibi portent sur la ratification du traité modifié de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, et ses politiques sectorielles, signé le 29 janvier 2003 à Dakar, au Sénégal. L'exposé des motifs des 2 projets de loi a rencontré l'adhésion de tous les députés de la Commission des Affaires extérieures. Les chefs d'État et de gouvernement de notre Union ont adopté le 29 janvier 2003 à Dakar, au Sénégal, le traité modifié de l'UEMOA. Cette modification, qui vise à renforcer les capacités institutionnelles de l'Union et à optimiser ses objectifs, a introduit des innovations majeures par rapport au traité initial de 1994. Ainsi, il a institué un Parlement chargé d'assurer le contrôle démocratique des organes de l'Union. De même, la Commission de l'UEMOA est chargée d'élaborer un programme d'action que son président soumet à la session ordinaire du Parlement. La ratification du traité modifié de l'Union constituerait indubitablement une étape importante dans la construction de l'espace communautaire et de l'intégration sous-régionale. La Côte d'Ivoire, notre pays, gagnerait à ratifier le traité modifié de l'UEMOA afin de se mettre en harmonie, et je dirais même au diapason des autres États membres de cette union, et surtout de traduire son attachement aux principes et objectifs de l'UEMOA.
Le troisième projet de loi est un protocole d'amendement de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Cette convention, connue sous le nom de Convention de Kyoto révisée, vise à mettre les douanes ivoiriennes aux normes de l'Organisation mondiale des douanes, OMD. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a rassuré les députés que les 3 projets de loi adoptés vont une fois de plus contribuer au repositionnement de la Côte d'Ivoire. En restant à l'hémicycle, le nouveau secrétaire général de l'Assemblée nationale, Maître Fakli Konaté, a été installé et sa mission, c'est gérer une administration parlementaire neutre, mais surtout au service de tous les députés. Le témoignage de Thomas Bayenchi. À l'Assemblée nationale, il n'y a pas que des députés. Il y a l'ensemble des personnels administratifs et techniques qui accompagnent les députés dans l'accomplissement de leur mission. Leur patron est par délégation du président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général. Après 8 mois de collaboration avec le secrétaire général par intérim, le professeur Kobi Akabazil, Guillaume Soro a nommé un autre secrétaire général en la personne de Maître Konaté Faki. Au cours de la passation des charges supervisée par la première vice-présidente, le secrétaire général sortant a exprimé sa fierté d'avoir participé à la reprise des activités de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et d'en avoir, aux côtés du président Guillaume Soro, posé les jalons de la modernisation. L'Assemblée que nous souhaitions avoir quand je suis rentré ici en 2008, c'est celle qui est maintenant sous nos yeux. L'Assemblée nationale existe. On parle d'elle, on voit le visage de celui qui incarne cette institution, le président Soroki Bafori Guillaume. Sur les conseils de son prédécesseur, le nouveau secrétaire général s'est engagé à cultiver la modestie. La modestie, c'est la porte d'entrée vers le savoir, vers l'apprentissage, vers la connaissance. La neutralité de l'administration parlementaire est une règle. C'est une règle. Elle vaut dans tous les parlements. Mais elle vaut davantage dans notre Parlement et dans notre contexte actuel. Le Parlement, c'est le lieu de brassage de l'ensemble des idéaux politiques. Et donc, il est important que l'administration soit une administration neutre, au service de l'activité parlementaire. Comme sur une échelle, le promu a passé ses anciennes charges de secrétaire général adjoint à M. Lat Ndrin Lazare. Depuis sa prise de fonction, le ministre chargé de la communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine, a entamé une tournée dans les structures sous sa tutelle. Son objectif, se faire une idée précise de l'organisation et du fonctionnement de ces structures du ministère de la Communication. Le témoignage de Francis Boifo et Juliette Ouya. Conseil supérieur de la publicité CSP, première étape de la visite du ministre de la Communication. Afoussiata Bamba Lamine est allé toucher du doigt les réalités de cet organe chargé de réglementer et de contrôler l'exercice de la profession publicitaire ainsi que le contenu des messages publicitaires avant et après la diffusion sur les supports médias. Nous avons un problème de statut juridique. Il faut une personnalité juridique à un organe comme le Conseil supérieur de la publicité qui est un organe de régulation. Parce que quand vous avez une personnalité juridique propre en tant que structure, vous pouvez agir comme une personne physique, soit au tribunal lorsque vous constatez des cas d'irrégularité, des cas de récidive. Le ministre de la Communication a dit ses ambitions pour cet organe de régulation. Je voudrais m'engager avec vous et avec votre soutien à examiner vos doléances. Mais le Conseil devrait examiner d'autres possibilités. Avoir en son sein des brigades qui seraient en mesure d'aller sur le terrain, détecter effectivement des panneaux publicitaires qui sont des panneaux illicites, qui mettent en danger la sécurité de nos populations, que le Conseil supérieur de la publicité puisse avoir en son sein la mise en œuvre d'un numéro vert. À 600 mètres du Conseil supérieur de la publicité, la direction de la formation et du perfectionnement, DFP. Là aussi, le ministre Afoussiata Bamba Lamine a été informé des difficultés auxquelles est confrontée cette structure, dont la mission principale est d'aider au renforcement des capacités des professionnels des médias. Ces difficultés sont d'ordre financier et matériel. Je reste disposé à faire de mon mieux, à vous aider, pour que cette direction joue réellement son rôle.
À la direction de la communication et du multimédia, DECOM, toujours dans la commune de Cocody, ce sont des salles d'archives, des laboratoires photo non opérationnels que le ministre de la Communication a visités. Le personnel de la DECOM plaide pour la réhabilitation de ces infrastructures techniques. J'ai regardé des photos d'archives, j'ai vu que c'était un trésor qu'il fallait préserver coûte que coûte. Mais je pense qu'avant tout cela, il faut qu'un travail de réflexion profonde doit être mené ensemble. Pour savoir, au regard donc, je dirais, du changement aujourd'hui des médias, des moyens de communication, pour répondre aux besoins de nos populations. Dernière étape de la tournée du nouveau ministre de la Communication ce jeudi, l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC. Dans les salles de classe, enseignants et étudiants s'emploient à terminer le programme du jour. Au studio télé, c'est la pratique professionnelle. Après des échanges avec les présentateurs du jour, le ministre et les responsables de l'ISTC ont convergé vers l'amphithéâtre en construction. Les travaux avancent, mais lentement, a dit Alfred Danmoussa, le directeur de l'ISTC. L'ISTC est intéressé par le passage de l'analogique au numérique en 2015. Les équipements des régies, des studios et des salles spécialisées que vous venez de visiter ont besoin d'être renouvelés. Le ministre a dit apporter le soutien nécessaire à l'ISTC en vue de faire de l'Institut une référence en matière de formation en Afrique. Autre point de l'actualité, la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, a abrité ce vendredi 2 cérémonies. La première porte sur la signature d'un accord de siège entre la République de Côte d'Ivoire et le Conseil de l'Entente pour redynamiser cette institution. Et la seconde a été une cérémonie de remise de dons de la République de Turquie au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Léon Bro. Signature d'accord de siège entre la Côte d'Ivoire, représentée par son ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et le Conseil de l'Entente, représenté par son secrétaire exécutif. Objectif, consacrer le siège du Conseil de l'Entente à Abidjan. Elle constitue l'avant-dernière étape de la mise en œuvre de la réforme décidée en 2011 par les chefs d'État membres pour relancer les activités de la plus vieille institution sous-régionale. Cet accord de siège offre au Conseil de l'Entente et à ses fonctionnaires des privilèges. L'accord de siège, d'une façon générale, nous donne droit de citer, reconnaît officiellement l'existence d'une organisation sous-régionale sur le territoire de Côte d'Ivoire. Et donc, dans les termes d'un accord de siège, concède des immunités, aussi bien au personnel qu'à un certain nombre d'éléments liés à l'institution. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, se réjouit de la bonne avancée de la redynamisation du Conseil de l'Entente, conseil qui tient son sommet des chefs d'État ce mois de décembre à Niamey. À la cérémonie de signature d'accord de siège a succédé la remise de matériel informatique au ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, par le gouvernement turc. Ce don répond à la demande d'un département de ce ministère qui nous avait fait part de ses besoins suite aux dégâts subis par le ministère lors des malheureux événements post-électoraux. Ce don de matériel, une occasion pour le chef de la diplomatie ivoirienne et l'ambassadeur de Turquie d'évoquer la coopération entre leurs deux pays. Cette coopération, c'est aussi des volumes d'échanges commerciaux d'environ 100 milliards de francs CFA et une ligne aérienne Côte d'Ivoire-Turquie. De la politique à présent, le comité central de l'UDC, l'Union démocratique et citoyenne, a fait récemment sa rentrée solennelle. Cette rencontre a été une occasion pour Mel Eg Théodore, président de l'UDC, d'inviter ses militants et sympathisants de son parti à s'inscrire dans le processus de paix et de réconciliation. Zani Gabriel. Rencontre de reconnaissance du mérite de ses membres, l'Union démocratique et citoyenne, UDC, a voulu surtout inscrire cette rentrée solennelle du comité central du parti dans la remobilisation. Remobilisation basée sur la construction de la paix et non sur les vains discours, selon Mel Eg Théodore, président de l'UDC. Aujourd'hui, nous pensons qu'avec le pacte fraternel, il est temps que nous puissions nous donner la main, que nous mettions bas la terre et que nous sortions des extrémités pour aller tous ensemble nous retrouver comme nous étions avant. Cet appel à être des partisans de la paix de Mel Eg Théodore ne concerne pas seulement les 180 membres du comité central du parti, il est aussi adressé à l'ensemble de la classe politique ivoirienne. Nous nous sommes rendus compte que depuis 2007,
Notre discours sur la cohésion nationale, la cohésion sociale est toujours le même. Parce que déjà, les mots que en 2007 nous décrions quand le pouvoir était à gauche sont exactement les mêmes mots que nous décrions en 2012. C'est-à-dire que pour moi, les choses n'ont pas changé. On a beau faire des discours, ça ne changera rien. Passons maintenant aux actes. La commission citoyenne pour la réconciliation du parti a été présentée officiellement aux participants. Une commission créée à l'issue du 3e congrès ordinaire dans le but d'œuvrer pour la mise en place des valeurs de paix et de citoyenneté. Les membres de cette commission ainsi que ceux du comité central ont été décorés. La CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, veut traduire sa volonté de maintenir la paix dans son espace et bientôt, les enfants à la base seront formés à la culture de la paix, de la démocratie et de la citoyenneté. Des précisions avec Mamadou Kouassi. Pendant 5 jours, les formateurs francophones de la CEDEAO ont été instruits sur l'utilisation du manuel de référence pour l'éducation aux droits humains, la culture de la paix, de la démocratie, de la citoyenneté et de l'intégration régionale. Un manuel destiné aux institutions de formation des enseignants du système éducatif formel. À travers ce document, la CEDEAO, en collaboration avec l'UNESCO et la BAD, vers l'horizon 2020, une sous-région apaisée et prospère. Renforcer les capacités des enseignants pour qu'ils puissent former les enfants, pour que nous puissions édifier une société éprise de paix, de tolérance et de démocratie. Traduire ces 7 modules dans les langues nationales des États de la CEDEAO et les mettre dans les programmes d'alphabétisation des adultes et des jeunes non scolarisés de la CEDEAO pour qu'ils puissent également s'approprier ces contenus sur la citoyenneté, sur la paix. Le directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique salue l'engagement des États membres de la CEDEAO à œuvrer pour la démocratie et pour la paix. Pour le gouvernement de la Côte d'Ivoire, la pratique d'une éducation aux valeurs et principes des droits de l'homme et de la citoyenneté doit favoriser l'émergence de citoyens nouveaux, responsables, qui privilégient les valeurs et règles du vivre ensemble modèle. 2 autres rencontres sont prévues pour les formateurs des pays anglophones et luxophones de la CEDEAO. Le manuel de référence contient 7 modules en rapport avec la démocratie, la paix, la citoyenneté, les droits humains et l'intégration sous-régionale. Dans le reste de l'actualité, la contribution des territoires au renforcement du processus d'intégration de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Quel défi pour le Conseil des collectivités dans l'espace UEMOA? C'est le thème qui était au centre d'une session spéciale au sommet Africité 2012. Les détails avec Lansine Ouattara, notre envoyé spécial à Dakar. Après la construction de l'Afrique des nations, les collectivités territoriales veulent s'approprier le développement du continent. Dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, cette volonté se matérialise aujourd'hui par la création du Conseil des collectivités territoriales, CCT. Le CCT est un organe d'espoir. C'est un organe d'espérance pour tous les acteurs politiques, économiques et commerciaux parce que le CCT va permettre le développement des régions. Et nous sommes décidés au niveau de la commission de l'UEMOA de faire en sorte que nous puissions les appuyer à tout moment. La session spéciale qui a réuni plusieurs membres au sommet Africité 2012 à Dakar, rendez-vous continental consacré à la gouvernance locale, avait pour but de présenter cet organisme créé par la volonté des chefs d'État des 8 pays membres de l'Union. On parle de la libre circulation des personnes et des biens, mais il y a encore des frontières, il y a encore des tracasseries douanières. Nous disons au niveau des communes, si nous avons 2-3 communes qui font frontière et qu'elles réussissent à établir un cadre de concertation, qu'elles réussissent à voter des budgets, des projets communs, peut-être que nos populations ne sentiront plus la frontière comme un point qui les sépare, mais au contraire, verront cela comme un point positif. Voilà ce que nous appelons l'intégration par la base. Plusieurs acquis à mettre au compte de cet outil visant à faciliter l'implication effective des collectivités territoriales dans le processus d'intégration régionale et la promotion de la culture de la paix. La question de la crise malienne a été évoquée lors de ce panel. Le processus de décentralisation peut permettre de prendre en compte les aspirations au niveau local, de permettre une implication effective au niveau local, mais aussi de permettre une prise de décision au niveau local. Donc nous pensons qu'avec ce mécanisme, ça nous permettra d'agir plus efficacement sur les mécanismes de prévention de conflits, mais aussi
Une fois, malheureusement, si un conflit s'installait ou des difficultés, une crise, ça nous permettra d'impliquer plus efficacement les communautés dans la prise de décision, mais dans la recherche de solutions. À l'issue de cette rencontre, des recommandations ont été faites et portent essentiellement sur la nécessité d'impliquer les élus locaux de l'espace UEMOA dans la gestion des crises, le développement et l'intégration sous-régionale. Et sur place à Dakar, notre envoyé spécial a recueilli quelques réactions de membres de la délégation ivoirienne. Nous les écoutons. La Côte d'Ivoire a mille raisons d'être à Africité 2012 à Dakar, pour la simple et bonne raison que c'est la Côte d'Ivoire qui a initié ce grand forum des collectivités africaines. Et nous sommes venus avec une forte délégation, comme chaque année d'ailleurs, pour apporter l'expérience ivoirienne en matière de décentralisation et aussi recueillir les avancées des autres pays, parce que c'est un forum de partage en termes de coopération. Avec la crise, aujourd'hui, Abidjan se retrouve à peu près avec 6 millions d'habitants. Donc toutes les structures de base sont dépassées et c'est pouvoir comment allier, conjuguer les efforts pour que toute cette population-là puisse bénéficier, que chacun puisse avoir son cadre pour pouvoir opérer. Et le gouverneur Mambé, qui a une vision de ces choses-là, a demandé à ce que l'équipe vienne pour que, à partir de maintenant, nous puissions donner un cadre sain à Abidjan. Nous avons rencontré l'AFD, l'Agence française de développement, avec qui nous avons discuté de l'intercommunalité, puisque nous sommes dans ce processus. Il s'agit de voir de quelle façon on peut être accompagné. Nous avons aussi rencontré les autorités marocaines et sénégalaises qui ont une agence de développement des collectivités locales qui est un instrument pour développer les communes, et nous pensons que les jours à venir, nous allons pouvoir avoir un échange pour essayer de voir les conditions dans lesquelles on peut installer ce genre d'organe en Côte d'Ivoire. Africité est un forum d'échange, mais aussi de partage de bonnes pratiques. Et en cela, c'est très important qu'en tant qu'élu local, nous y soyons pour être au même niveau d'information que nos collègues des autres pays de l'Afrique, mais aussi pour faire entendre la voix de notre pays. Le dernier que j'ai assisté, c'est celui du Maroc, où j'ai vu leur nouvelle loi concernant la régionalisation et la des similitudes avec la loi ivoirienne sur les conseils régionaux. Mais j'ai trouvé que les similitudes sont bien parce que la loi marocaine parle de trois compétences. Une compétence concernant les transferts et l'autre le budget, nous les ressources propres et les compétences partagées. Donc, les compétences partagées, c'est une bonne chose. La Côte d'Ivoire prévoit pratiquement la même chose. Voilà, c'était des propos recueillis par notre envoyé spécial à Dakar. Retour donc en Côte d'Ivoire, le gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, a rencontré une délégation d'hommes d'affaires venus de la Chine au centre des échanges, les relations de coopération pour le développement économique des villes et communes. Gabriel Zani. L'investissement chinois en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara l'avait souhaité en août dernier au forum de Beijing en Chine. Depuis lors, les opérateurs chinois se succèdent à Abidjan à la recherche de nouvelles opportunités d'investissement. La rencontre de cet après-midi de Robert Begré-Mambé, gouverneur du district d'Abidjan avec la délégation chinoise, s'inscrit dans cette dynamique. Au cours des échanges, les dossiers pressants du district ont été remis au vice-président de l'association du peuple chinois pour l'amitié avec les pays étrangers. Il a donné l'assurance de les traiter avec le plus grand intérêt. Nous sommes venus à Abidjan, c'est principalement pour participer à une cérémonie de donation de 9 classes Zoom. Donc, et puis, on a eu l'occasion d'avoir une audience avec monsieur le gouverneur du district d'Abidjan pour discuter davantage des projets de coopération. Des secteurs clés sont concernés par cette collaboration, nous dit le gouverneur. Le président et nous avons parlé de plusieurs axes de coopération. Il y a le domaine de l'éducation, de la voirie, le domaine de l'habitat et surtout le domaine du développement industriel, la coopération entre les régions
la coopération entre les entreprises et la coopération avec les deux gouvernements. Pour le gouverneur, Begré Mambé, investir en Côte d'Ivoire revient à investir pour toute la sous-région, car près de 25% des populations de cette partie de l'Afrique vivent en Côte d'Ivoire. Ranimer les liens de coopération entre les différentes régions de la Côte d'Ivoire et celle de la Chine a été aussi évoqué lors de cette rencontre en présence de l'ambassadeur de la Chine en Côte d'Ivoire. Des projets pratiques seront donc initiés dans ce sens en 2013 pour permettre le développement des affaires en Côte d'Ivoire. Ce communiqué, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, vu la Constitution, arrête. Article 1er, l'usage de pétards et autres substances explosives du genre est interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 10 décembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013 inclus. Article 2. L'usage de feux d'artifice est également interdit sur toute l'étendue du territoire national pour la période allant du lundi 10 décembre 2012 au jeudi 31 janvier 2013 inclus, sauf dérogation accordée par arrêté du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Article 3. Les contrevenants aux dispositions du présent arrêté s'exposent aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Article 4. Le présent arrêté sera enregistré, communiqué et publié partout au besoin sera signé du ministre d'État Ahmed Bakayoko. Comme annoncé dans les titres, au Ghana, 14 millions d'électeurs ont été invités à choisir le nouveau président de la République. Devant les bureaux de vote, les files d'attente se sont formées dès l'aube. Ce vendredi, 14 millions de Ghanéens sont appelés aux urnes pour élire leurs députés et leur président. C'est le 6e scrutin depuis l'instauration de la démocratie en 1992 et pour rien au monde, Michael Akpabli n'aurait raté ça. Même si je suis handicapé, je ne veux pas que quelqu'un choisisse pour moi, personne. Je suis un citoyen et je veux exercer mon droit, c'est pour ça que je suis là. Ils sont 8 candidats en lice pour la présidentielle. Mais en réalité, l'élection se joue entre les deux grands partis qui alternent au pouvoir depuis 20 ans, avec d'un côté John Mahama, l'actuel président, et de l'autre son principal opposant Nana Akufo-Addo, du NPP, le nouveau parti patriotique. Le duel s'annonce serré. Il y a 4 ans, l'élection s'était jouée à 40 000 voix près. Quel que soit le parti qui gagne, on l'acceptera, quel qu'il soit. On veut la paix, on ne veut pas de bagarre. Si un autre gouvernement arrive, on veut qu'il fasse quelque chose pour nous. Pour éviter toute fraude, le Ghana expérimente les listes biométriques. Une machine permet de vérifier l'identité des électeurs grâce à leur empreinte digitale et un code-barre sur leur carte. Façon aussi de soigner sa réputation de modèle démocratique. Fin de ce journal. Rappelons que c'est aujourd'hui le 19e anniversaire de la mort de Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Et à l'occasion du 19e anniversaire du rappel à Dieu du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le parti qu'il a fondé, le PDCRDA, a organisé ce matin une messe anniversaire en son honneur à l'église Saint-Jean. Et rappelons également qu'après Paris, pour le financement du PND, le plan national de développement, le président Alassane Ouattara s'est rendu à Cannes, toujours en France, où il participera demain samedi à la 5e édition de la conférence mondiale organisée par l'Institut français des relations internationales. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.